Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob. Coup de mob. Chers camarades, bonjour. Mon nom est Daniel Leduc. Je vous souhaite la bienvenue à cet autre épisode de Coup de mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN consacré à la mobilisation. Aujourd'hui, on va se parler de politique. Les syndicats ne devraient pas s'occuper de politique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu et ce qu'on entend encore de la bouche de plusieurs politiciens de droite. Ce discours est même parfois repris par les syndiqués. En 1968, Marcel Pépin, qui était alors président de la CSN, a présenté un rapport moral intitulé « Le deuxième front » dans lequel il a interpellé les membres de la CSN pour livrer des luttes sociales afin d'améliorer le sort de la population. Le Conseil central a fait de ces luttes une des dimensions essentielles de son existence même. Or, cette posture est-elle toujours d'actualité et être syndicaliste, résister activement au patronat et à l'exploitation des travailleuses et des travailleurs à celui-ci, n'est-ce pas justement faire de la politique? Alors, pour tenter de faire le tour de ces grandes questions, je reçois Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Bonjour, Dominique. Salut. Bertrand Guibard, qui est secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Bonjour, Daniel. Merci d'être là, Bertrand. Et Philippe Soucy, qui est président du syndicat des professionnels et professionnels du Cégep Saint-Laurent. Merci d'être là, Philippe. Bonjour. Je vais commencer avec toi, Dominique. Tu m'as dit une belle citation qui ne vient pas de toi, non, qui a été reprise par Michel Chartrand également. Et c'est pas d'hier, ça date du 19e siècle. Oui, donc exactement. Exactement. C'est une phrase qui a été d'abord prononcée par le comte de Montalembert. Donc, vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. Ah là, quand même. Ouais, Ça met bien la table. Ça met bien la table. Avec cette belle citation-là, je te pose une question. Une lutte syndicale pour améliorer les conditions de travail, est-ce que c'est une lutte politique? Ah, c'est clair. C'est clair parce que c'est une manière de résister aux tentatives et puis à la volonté d'exploitation des patrons. Parce que, et on se le cachera pas, tous les gains qu'on a eus dans nos conditions de travail, puis même dans la société en général, tous les gains sociaux, tous les gains dans nos conditions de travail, ça vient de lutte syndicale. Fait que si on veut améliorer le sort de la classe ouvrière, de la classe des travailleuses et des travailleurs en général, les luttes syndicales sont extrêmement importante. C'est un pivot, justement, pour pouvoir améliorer les conditions générales de vie, d'existence des travailleuses et des travailleurs. C'est essentiel, quoi, finalement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bertrand? C'est sûr que quand on parle de négociation syndicale, même quand on est strictement sur le premier front, la négociation collective des conditions de travail, c'est un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que le patron, lui, aimerait beaucoup avoir la pleine liberté de faire ce qu'il veut de ses employés, corvéables à souhait, mais malheureusement pour lui, les syndicats sont là pour y tenir tête. Donc, il y a un enjeu de pouvoir, de prise de décision, qui a le contrôle de ce qui se passe dans un milieu de travail. Donc, à mon sens, à partir du moment où on dit ça, c'est une lutte politique dès le départ, là. Philippe, t'as bon dans le même sens? Oui, tout à fait. C'est clair que l'essence même du syndicalisme, c'est politique. Des syndicats, c'est des travailleurs-travailleuses qui se mettent ensemble pour représenter leur intérêt collectif. Puis là, Dominique puis Bertrand l'ont mentionné, face au patronat, face aux boss, face aux plus antis qui représentent une classe. Il y a un aspect de classe à ça. C'est la classe des travailleurs-travailleuses contre le patronat, justement. T'sais. Puis, justement, ce rapport politique, là, il y en a un, c'est bien sûr, dans l'essence même du syndicalisme. Puis ça peut, tu sais, aussitôt qu'il y a des intérêts collectifs, je pense que c'est ça qu'il faut retenir du syndicalisme, c'est se mettre ensemble puis avoir un rapport de force collectif. Ça, c'est de la politique, puis il n'y a rien de plus fort que ça en politique. Mais est-ce que l'action des syndicats, selon vous, devrait se résumer à l'amélioration des conditions de travail? Pourquoi il faudrait que ce soit comme ça? En fait, c'est sûr que c'est le rôle premier des organisations syndicales. Puis ça, à cet égard-là, le rapport moral là, de Marcel Pépin, qui a été produit en 1968, est bien éclairant. Tu sais, dans le fond, là, si les travailleuses et les travailleurs se dotent de conditions de travail qui leur permettent d'améliorer leur sort dans le milieu de travail,
c'est déjà un bon pas. Mais par ailleurs, si en même temps, le coût des logements est exorbitant, que tu es obligé de payer des frais pour te faire soigner, pour envoyer tes enfants à l'école, ben là, l'ensemble de tes conditions de vie se dégrade. Fait que c'est pour ça qu'il faut à la fois être capable de mener des luttes syndicales dans nos milieux de travail, puisque c'est la raison pour laquelle on existe d'abord et avant tout, mais aussi d'être capable de mener des luttes politiques, des luttes sociales plus largement pour l'amélioration de l'ensemble des conditions de la population. Je dirais que les milieux de travail, ils évoluent pas en vase clos non plus. C'est-à-dire que les rapports de pouvoir qu'on trouve au sein d'une entreprise ou au sein d'un milieu de travail se retrouvent également dans la société. Puis on le voit de toute façon, qui a objectivement le pouvoir dans la société, bien, ce sont les plus riches et les plus puissants. Puis la lutte collective pour faire valoir les droits et les intérêts de la population en général, des travailleuses et des travailleurs qui font en sorte que la société fonctionne, bien, ils se retrouvent autant dans la société que dans les milieux de travail. Donc, ça serait seulement faire le travail à moitié que se dire on va s'arranger pour avoir le plus de contrôle possible sur notre vie professionnelle puis sur notre milieu de travail, mais on va laisser par ailleurs les gens qui cherchent à nous exploiter dans notre travail le faire politiquement au sein de la société. Malheureusement, on n'est pas rendu à un point où est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a une égalité objective entre les personnes dans la société. Ceux qui ont le plus d'argent ont le plus de pouvoir. Je pense pas qu'on ait besoin de le démontrer. Ça va pas mal de soi. On le vit quotidiennement. Donc, c'est ça. Pourquoi on laisserait ces gens-là faire à leur guise politiquement, en général, dans la société, alors qu'on ne souhaite pas qu'ils puissent le faire dans les milieux de travail? Il y a un peu une question de cohérence, je dirais, là, dans l'action politique. Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est dire, dans ma vision des syndicats, c'est des syndicats qui sont toujours combatifs. On ne peut pas réduire les syndicats à la lutte pour une meilleure convention collective et à une mobilisation pour renouveler chaque convention collective. Je pense que ça prend des syndicats qui restent mobilisés, même pendant les cycles de négociation. Puis il y a plein d'autres enjeux qui concernent les travailleurs, travailleuses. Dominique et Bertrand les ont nommés. Puis des fois, c'est des luttes aussi sur l'organisation du travail. Ça les touche. On est moins dans le droit du travail, mais il y a personne de mieux placé que les travailleurs, travailleuses pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé, par exemple, dans le réseau de l'éducation, dans les industries, parce que sont sur le plancher. C'est pas les boss qui sont dans leur tour, dans leur bureau, complètement déconnectés, qui, pourtant, comme Bertrand a dit, eux ont le pouvoir, puis qui contrôlent la société. Pourquoi ça va tout croche dans la société? Ben, c'est à cause qu'eux sont déconnectés. C'est pour ça que pour moi, la vision des syndicats, il faut que les travailleurs, travailleuses se réapproprient leurs moyens de se mettre ensemble pour avoir un rapport de force pour être un mouvement dans la société. Puis c'est très en accordance avec le concept de deuxième front. Moi, tout à fait. Puis, si tu permets, Daniel, il faut aussi voir que dans la société dans laquelle on évolue, les syndicats, ce sont les organisations de masse les plus structurées, qui ont le plus de moyens. Donc, concrètement, objectivement, s'il y a une lutte politique à mener, ben, les syndicats sont probablement les mieux placés pour le faire. Puis ça se reflète aussi dans le fait que régulièrement, très souvent, des groupes de la société civile, environnementalistes ou qui se battent pour des luttes peut-être plus sectorielles, nous interpellent pour avoir notre appui parce que justement, on dispose de ressources, d'un réseau que à peu près aucune autre organisation a. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Dans la lutte pour l'avancement des droits, il y a personne qui est mieux placé que les syndicats pour mener le combat. On n'a pas les ressources du patronat, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous, c'est clair, mais en même temps, par notre structure, par notre réseau, puis par nos pratiques démocratiques aussi, on a moyen de faire en sorte que la classe ouvrière, les travailleuses et les travailleurs, l'ensemble de la population se tiennent puis avancent dans une même direction. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les organisations qui sont organisées démocratiquement, avec des statuts, des règles de procédure qui sont claires, des instances décisionnelles, bien, il n'y en a pas tant que ça. Puis nous, justement, on est riche d'une tradition qui nous permet de revendiquer un peu peut-être pas ce droit-là, mais ce privilège-là de dire on va défendre les droits de la population. Je retiens le mot organisation là-dedans. Oui. Dominique? Puis l'autre élément sur lequel je voulais intervenir, c'est, il y a, bien sûr, je vais prendre comme exemple la santé et sécurité au travail. C'est clair que
dans chacun des milieux de travail, il y a énormément d'enjeux qui nous touchent de manière différente selon le secteur où on est. Et donc, on a un rôle actif à jouer à l'intérieur même de nos conditions de travail. Par ailleurs, c'est pas le syndicat local tout seul dans son coin qui peut régler des enjeux beaucoup plus larges, comme par exemple des enjeux qui touchent les grandes mesures, les grandes politiques en matière de santé et sécurité au travail, qui sont décidées par le gouvernement et qui vont avoir des impacts éventuellement localement. Fait que c'est pour ça qu'il faut aussi élargir sur des luttes qui vont toucher les travailleuses et les travailleurs. Bien sûr, là, on parle de conditions de travail, là, mais il y a un paquet d'autres exemples aussi qu'on pourra nommer plus tard, là. Mais je trouvais ça important de cibler ça parce que c'est sûr qu'on a un rôle à jouer au local, mais ce rôle-là, on a aussi à jouer de manière plus générale parce que tout ne se décide pas au niveau local. Il y a bien des choses qui se décident au niveau gouvernemental, puis c'est là que c'est important qu'on continue de poursuivre nos luttes là-dessus. Ah ben c'est bon. Ben, avant de passer aux exemples, on va faire une petite pause. Je veux juste vous rappeler que vous écoutez Coup de mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain consacré à la mobilisation. On vient dans un petit moment. Ben voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Coup de mob. Ben là, on va tomber dans les exemples concrets. Des exemples de lutte sociale menée par des organisations syndicales qui continuent de profiter à la population. Parce que c'est beau de lutter, là, mais ça a des répercussions, ça dure dans le temps. Y a-t-il des exemples qu'on peut donner? Ben, je dirais, moi, pour ma part, que la plupart, sinon la totalité des avancées sociales sont le résultat de la mobilisation. Peut-être pas juste la mobilisation syndicale uniquement, mais en grande partie. Puis il y a un exemple, le premier exemple qui me vient en tête quand tu poses la question, c'est celui des CPE. C'est-à-dire c'était une revendication féministe depuis de très nombreuses années. Ça a été long avant que ça se gouvernementalise, que ça devienne un projet d'État, disons. Mais il en reste pas moins que ça répond à des besoins fondamentaux. Ça permet aux femmes de s'émanciper personnellement, professionnellement. Ça a contribué à briser, si on veut, le moule traditionnel qui était étouffant pour beaucoup de personnes et de femmes et de personnes en général. Donc, moi, spontanément, le premier exemple que je donnerais, ce serait celui-là. Puis, c'est à noter, par contre, qu'il y a toujours un risque quand ce genre de transfert-là se fait. C'est-à-dire que initialement, les garderies, c'était quelque chose qui était un peu plus communautaire dans l'esprit, qui était organisé vraiment à la base. Puis, ce n'est plus la même chose quand le gouvernement s'en charge par la suite. Fait qu'il faut rester vigilant, c'est-à-dire que même quand une idée ou une structure ou un mécanisme auquel on aspire ou qu'on souhaitait mettre en place est effectivement mis en place, ben, faut pas penser que c'est terminé puis qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Il faut continuer à être vigilant pour s'assurer justement que ça ne dévie pas de l'intention initiale ou que ça soit pas utilisé d'une manière qui soit pas conforme à ce qu'on souhaite. Tu es en train de dire qu'il faut maintenir la pression, finalement. C'est pas mal ce que je suis en train de dire. Okay. C'est clair. Puis moi, je voudrais faire du pouce sur la lutte des CPE, parce que c'est vraiment une lutte que je trouve emblématique là, au Québec, là, sur le pouvoir qu'on peut se donner collectivement quand on allie nos forces. T'sais, il y a eu le mouvement des garderies, c'est venu beaucoup des communautés, des groupes de femmes, mais aussi des organisations syndicales, beaucoup des comités de conditions féminines des organisations syndicales qui se sont beaucoup investis dans la lutte pour avoir des services de garde compétents, là, avec des gens qui sont compétentes. Puis, ce que je trouve intéressant aussi dans cet exemple-là, c'est l'écho que ça a sur la population. Puis ça permet aussi d'atteindre d'autres objectifs, comme par exemple le fait que le travail des femmes n'est pas une prolongation de leur rôle, entre guillemets, traditionnel, dit naturel. Tu sais, comme, entre autres, les travailleuses des CPE, des garderies à l'époque, dans les années 90, ont mené une lutte vraiment marquante où elles soulignaient le fait qu'elles étaient moins payées que des techniciens et des techniciennes de zoo. Dans les eaux. Okay. Et donc, s'occuper des animaux était plus valorisé que de s'occuper des enfants. Pourquoi? Parce que c'est une immense majorité de femmes. La quasi-totalité des personnes qui travaillaient en garderie, qui travaillent en garderie, sont en CPE, sont des femmes. Fait que ça a permis aussi de mettre ça en lumière. Ça a permis aussi d'amener la lutte des femmes sur un autre niveau. Oui, on a besoin d'avoir des services de garde pour pouvoir travailler,
Mais on a aussi besoin d'avoir l'esprit tranquille en sachant que ces services-là vont être offerts par des personnes qui sont compétentes et aussi que ces personnes-là, puisqu'elles sont compétentes, puisqu'elles ont des compétences, puisqu'on les embauche pour ça, pour faire ce travail-là, méritent que leur travail soit reconnu. Fait que, tu sais, ça a permis, cette lutte-là, d'atteindre un paquet d'objectifs sociaux. À l'époque, justement, en 90, moi, je travaillais au Centre des femmes de Verdun, puis on avait reçu là, des travailleuses qui étaient en lutte là, pour discuter avec les membres du Centre des femmes de Verdun. Puis c'était vraiment intéressant, là, justement, tous les liens qu'on pouvait faire entre les luttes des femmes en général et celles pour la reconnaissance du travail des travailleuses dans les CPE, puis les garderies, et puis les milieux, les RSG, etc., là, en milieu familial. Là. Quel bel exemple, en tout cas. Il y a aussi dans le domaine du logement, je pense aussi, entre autres. Mais vas-y donc, Philippe. Non, j'ai pas d'exemple du logement, mais je veux quand même mentionner, bon, c'est une lutte classique de négociation de conventions collectives, mais quand même, le Front commun de 72, à quel point ça a marqué quand même l'imaginaire. Je veux dire, on profite de ça encore aujourd'hui. Bon, il y a des limites, c'est pas tout rose, mais il faut reconnaître que ça a vraiment affirmé le rapport de force que les travailleurs-travailleuses pouvaient avoir quand ils se mettaient ensemble. Ça a défini des conditions de conventions collectives et salariales dans la société, un certain standard. Ça a élevé les conventions collectives en ce sens-là. Tout le monde en profite de ça. Pour moi, c'est un bon exemple d'une lutte qui nourrit beaucoup d'autres luttes puis beaucoup de conditions de d'autres travailleurs, travailleuses. Ça a été corsé, si je me souviens bien, les leaders syndicaux se sont ramassés carrément derrière les barreaux. Là, oui. C'est quelque chose. L'exemple d'émeutes à Sept-Îles aussi, ça a brassé. Ouais. Comment une lutte syndicale, ça peut devenir une lutte sociale. Je pense que c'est un exemple de ça. Là. Mais c'est intéressant ce que Philippe amène aussi à un autre niveau, c'est-à-dire que les syndicats, par leur action, ils montrent aussi la possibilité d'agir. C'est-à-dire que les gens qui sont isolés, qui sont pas organisés, qui sont pas nécessairement en lien avec des personnes qui partagent leur point de vue ou qui ont la volonté de revendiquer, bien, peuvent se sentir très faible, justement très isolé puis impuissant, tandis que l'action syndicale, elle montre dans la réalité le pouvoir de la collectivité, de la force du nombre. Donc, en soi, c'est peut-être pas un cas spécifique ou un exemple particulier, mais l'action syndicale en tant que telle, elle préserve, si on veut, cette possibilité-là d'une, je vais dire comme ça, là, d'une opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire que on milite, on construit un rapport de force et on obtient ce qu'on veut. Peut-être qu'au Québec, parce que 40% de personnes syndiquées, c'est quelque chose qui nous apparaît peut-être pas aller de soi, mais qui est pas trop étranger. Mais il y a très certainement des endroits ou des secteurs de la population pour lesquels l'idée même de lutter va pas de soi. Donc, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour dire on a le droit d'exister, on a le droit de revendiquer, puis on a le droit de s'organiser pour faire avancer notre point de vue puis nos intérêts, bien, les syndicats servent de modèle, si on peut le dire comme ça. Là. Mais ça ratisse très large, là, justement, au Conseil central du Montréal métropolitain. Il y a pas juste 2-3 fronts de lutte, là, il y en a 10. Ces 10 comités, à quoi ils servent, ces comités-là? De quoi ils traitent? Parce que c'est quand même très vaste, là, 10 comités, là, c'est pas rien. Là. En fait, ces 10 comités-là, c'est des comités thématiques, là. Donc, il y a conditions féminines, LGBTQ+, environnement, éducation, santé, services sociaux, jeunes, solidarité internationale, droit au travail, action, santé, sécurité au travail et santé, services sociaux, je crois. Immigration, relations interculturelles. Immigration et relations interculturelles. Fait que ces comités-là nous permettent de réfléchir puis de poursuivre des actions d'une autre manière dans les syndicats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces comités-là s'adressent à tous les membres. Tu sais, tout le monde qui fait partie d'un syndicat, et même il y a des gens qui ne font pas partie de syndicat puis qui cherchent un lieu d'engagement puis des fois s'investissent dans nos comités des fronts de lutte, là. Tu sais, des fois, tu veux t'engager socialement, t'es syndiqué, t'es affilié au conseil central, puis t'as pas nécessairement le goût d'être sur ton conseil syndical ou sur ton comité exécutif, mais il y a un enjeu, toi, sur lequel qui te préoccupe plus particulièrement.
ben tu as la possibilité de pouvoir le faire. Puis ça a permis, tu sais, comme là, de produire des outils intéressants, tu sais, comme par exemple le racisme systémique. Ça fait partie des luttes que l'on mène au plan plus général sur contre le racisme systémique en tant que tel, le racisme aussi, le racisme plus large, bien sûr. Et on a aussi, via le comité Immigration et Relations interculturelles, développer des outils pour que, dans nos propres syndicats, on puisse agir là-dessus, parce que nos syndicats sont aussi le reflet de la société, là. Fait que c'est même chose pour LGBT+. Donc, chacun de ces comités-là participe à la réflexion collective et à l'action à l'intérieur des syndicats locaux et de manière régionale aussi. Ben, moi, j'ajouterais que les comités servent aussi à faire des liens entre les membres qui partagent des préoccupations communes. Ça peut sembler aller de soi, mais ça permet à des gens qui se rencontreraient probablement pas dans d'autres circonstances de le faire puis de travailler ensemble à faire avancer des idées, des valeurs qu'ils, elles, partagent. Puis ça peut même... Puis ça le fait de temps en temps, amener des gens à s'impliquer syndicalement d'une manière plus traditionnelle. C'est-à-dire que, moi, je reprends l'exemple du comité LGBT+, dont je suis le responsable politique, mais il y a des personnes qui viennent au comité strictement pour les enjeux de la communauté, les enjeux de diversité sexuelle et de genre, mais qui, avec le temps, en viennent à s'impliquer syndicalement au sens plus traditionnel du terme. Donc, sans dire que les comités ont un rôle de recrutement, parce que c'est pas l'objectif, il en reste pas moins que ça permet, un peu par la porte de côté, d'intéresser des gens à l'action syndicale d'une manière qui s'y attendait pas, finalement. Une bonne porte d'entrée, quoi, finalement. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup. On va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous écoutez Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain qui est consacré à la mobilisation. Ben, vous écoutez Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN consacré à la mobilisation. On parle aujourd'hui de politique, être syndicaliste. Est-ce que c'est faire de la politique? Et avec moi, de beaux invités, Dominique Daigneault, président du Conseil central du Montréal métropolitain, Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central, et puis Philippe Soucy, président du syndicat des professionnels et professionnels du Cégep Saint-Laurent. Bertrand, bon, on vient de voir à quoi servent les comités, mais comment ils fonctionnent, ces comités? Parce que t'es dedans, pas à peu près. Là, mais chaque membre de l'exécutif a la responsabilité politique d'un certain nombre de comités, sauf la présidente qui, elle, en principe, contrôle tout, évidemment. Mais les comités... une des choses qui est très intéressante pour moi, c'est que les comités s'organisent pas mal sur leur propre base, c'est-à-dire les comités s'organisent selon la volonté des militants qui y participent. Le mode d'intervention des comités n'est pas le même partout. Il y a des comités qui sont plus dans, je dirais, les idées, la réflexion. Le comité éducation, par exemple, écrit beaucoup de lettres ouvertes, produit des textes, alors que d'autres comités sont plus dans l'action directe en tant que telle. Donc, pour moi, ça, c'est un des éléments intéressants dans le sens où on n'arrive pas avec un modèle un peu abstrait qui est imposé à tout le monde. Les comités se réunissent, ils réfléchissent. Évidemment, il y a un certain contrôle qui est effectué par le conseil syndical, par l'exécutif. Il ne faut pas que ça soit non plus n'importe quoi, mais à l'intérieur de balises qui sont pas mal larges, finalement, les moyens d'action, les méthodes, la façon de travailler des comités leur appartient. Puis c'est très bien comme ça. Ils sont donc autonomes, quoi, finalement. Dans une assez bonne mesure. OK. C'est quoi les principales luttes sociales qui sont menées par le Conseil central, enfin les conseils centraux de la CSN, le Conseil central du Montréal métropolitain plus particulièrement, mais aussi la CSN? Bien, il y a plusieurs luttes qu'on mène. Là, en ce moment, bien sûr, la priorité, c'est la campagne vraiment publique contre la privatisation du système de santé et services sociaux, qui l'est déjà pas mal. Mais sauf que les gouvernements qui se sont succédés, parce que tout le monde le constate, là, que ça va pas bien, là, mais les gouvernements qui se sont succédés, plutôt que d'investir massivement dans le système public, ont privatisé
tout azimut, là. Et ça, quel que soit le gouvernement. Là. Tous les gouvernements qui sont succédés ont ouvert toujours et plus la porte au privé, au secteur privé, ce qui fait que ça a généré beaucoup de problèmes dans le système de santé et services sociaux. Puis, une des revendications, les revendications qu'on a, c'est qu'on veut revenir à un système qui est plus démocratique parce que là, avec les différentes réformes qui sont succédées, on a coupé beaucoup dans les espaces de participation, dans les différents secteurs, plus décentralisés, parce que les réformes qui se sont succédées ont centralisé au maximum, puis là, le projet de loi 15 qui est appliqué maintenant depuis le 1er décembre est un exemple patent là, de hyper-centralisation. Puis le 1er décembre 2024. 2024, oui. Il y a aussi la déprivatisation, bien sûr. Fait que tout ça, c'est des objectifs que l'on vise pour améliorer le système de santé et services sociaux. Il y a un plus grand nombre de médecins au Québec qu'ailleurs qui sont dans le secteur privé que dans les autres provinces du Canada. Ça n'a aucune espèce de bon sens. Là. Quand on dit un plus grand nombre, là, c'est une grande proportion? Ben oui, c'est genre que dans certaines provinces, là, c'est 2, 3, 0, et chez nous, c'est, je me souviens plus du chiffre exact, là, mais c'est 700 quelques. Avec ça, c'est vraiment une campagne qui s'échelonne depuis maintenant plus d'1 an, là, puis pour laquelle la CSN, le Conseil central, puis l'ensemble du mouvement CSN met énormément d'énergie parce qu'on ne veut pas retourner à l'époque où la principale source de faillite personnelle là, au Québec, là, c'était comme aux États-Unis, c'était les problèmes de santé. On ne veut pas revenir à ça. On veut revenir à un système qui est beaucoup plus humain, plus démocratique, puis qui réponde aux besoins de la population et non pas aux besoins des entrepreneurs, de riches entrepreneurs qui veulent s'en mettre plein les poches. Puis ça concerne tout le monde. Hein. Fin novembre, il y a eu un grand rassemblement à Trois-Rivières, environ 4000 personnes qui étaient là, puis pas juste des gens du secteur de la santé et des services sociaux. En tout cas, ça mérite un prochain balado. Je pense que c'est sûr qu'on va y revenir sur ce sujet-là. C'est clair. Assurément. C'est sûr et certain. Moi, ce que j'aimerais ajouter sur la pertinence du Conseil central, là, je vais profiter de cette question-là, c'est que c'est un moyen, hein, ça nous donne les moyens, les ressources, on l'a dit, de faire remonter des luttes locales qui touchent les différents syndicats pour en faire une lutte plus collective, justement, entre les différents syndicats. T'sais, comme nous, notre cégep au cégep de Saint-Laurent, il est en train de tomber, il était négligé, il est vétuste, tout ça. Puis là, on veut essayer de faire remonter ça. Hein. Avec le Conseil central, ça nous permet de se parler entre fédérations, entre syndicats CSN, mais aussi, moi, j'ouvre à travailler avec d'autres centrales, se mettre ensemble, parce qu'on a parlé de rapport de force, mais rapport de force, c'est important, puis il faut mettre ces syndicats-là ensemble aussi. Fait que, comment partir du local, amener des enjeux, puis quand ça devient chapeauté avec le Conseil central, il y a comme un potentiel d'avoir beaucoup plus de ressources qui se dégagent, un plus grand rapport de force. Fait que c'est ça. C'est l'importance de mener des luttes sociales avec le Conseil central. Oui, puis Philippe le dit, ces luttes-là ne se mènent pas non plus en vase clos, c'est-à-dire qu'on fait partie de coalitions régionales, on fait partie d'un très grand nombre de groupes militants, beaucoup plus qu'on pourrait en nommer ici, mais je prendrais juste l'exemple du comité intersyndical du Montréal métropolitain. Ça nous permet, entre organisations syndicales de la région, de se regrouper, de faire des interventions politiques conjointes, de parler d'une seule voix. On l'a fait sur le racisme systémique, on l'a fait sur l'éducation au moment de l'abolition des commissions scolaires par l'adoption du projet de loi 40. On l'a fait sur la démocratie puis la place des travailleurs pour la sortie de crise. Donc ça, c'est toutes des occasions où l'ensemble, il en manque pas beaucoup. Là. Presque tout le monde est membre du CIM dans la région, mais il manque quelques organisations. Mais disons, la très grande majorité des organisations syndicales de la région parlent d'une seule voix puis mettent de l'avant des positions politiques communes. Ceci étant dit, pour revenir peut-être plus à la question elle-même, chaque comité des fronts de lutte a ses priorités. Évidemment,
ces priorités-là sont pas complètement déconnectées de la réalité dans laquelle on évolue. Donc, c'est certain que la question des changements climatiques, de la crise environnementale, bien, c'est un dossier qui est extrêmement important au Conseil central. Puis c'est un exemple, justement, de dossier pour lequel on travaille dans de très nombreux groupes, des tables de concertation, le Front commun pour la transition énergétique, plein de groupes. On appuie des groupes militants dans la région qui se battent pour la préservation des espaces verts. Bref, ce sont des questions souvent, je dirais, qui s'imposent. L'année dernière, le comité LGBT+, et le comité éducation ont lancé une campagne en appui. En fait, le titre de la campagne, c'est « Alliés des élèves et étudiants LGBT+, parce que un groupe de recherche qui s'appelle « Sa vie LGBTQ » de l'UQAM a sorti des statistiques qui montraient, par exemple, que pour une très grande proportion des étudiants, des élèves non-binaires ou trans, l'école était un milieu passablement hostile. Donc, ça, on se nourrit aussi de ce qui se passe dans la société. On entend ce qui se passe. Il faut être connecté avec l'actualité, mais je dirais encore plus la société elle-même pour voir, sont où les enjeux? C'est la question du logement, on ne peut pas ne pas en parler, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Puis je dirais que même si c'est pas l'objet d'un front de lutte spécifique au Conseil central, mais par le fait qu'on travaille avec des groupes dont c'est la lutte principale, mais ça nous permet justement d'intervenir puis d'être actifs pour faire valoir des causes qui touchent l'ensemble de la population. C'est le cas de le dire, il y a vraiment de tout pour toutes et pour tous. Puis, mais justement, en terminant, mettons qu'on s'est interpellé par un aspect plus particulier, comment on peut s'y engager? Comment on peut militer? Moi, je dirais que ça commence par l'implication au local, puis la mobilisation au local. Si on veut s'impliquer dans le conseil central, ça passe par le syndicat, là, mais je veux dire, pour former des militants, il faut les former en les mobilisant localement dans chaque syndicat, fait que ça peut commencer là. J'imagine que vous avez d'autres façons aussi, d'autres activités publiques là, où les gens peuvent s'impliquer, là, la population plus largement, je sais pas. Si je te comprends bien, ça percole lentement vers l'aspect politique. C'est ça, c'est que la mobilisation des syndicats locaux, je pense que c'est super important. Je pense que tous les syndicats devraient se poser la question comment faire mieux en termes de mobilisation. Ça forme des militants qui vont être super pertinents au Conseil central, tu sais. Puis d'ailleurs, les syndicats locaux peuvent et sont souvent actifs sur des enjeux politiques. C'est d'ailleurs une des manières par lesquelles les comités du Conseil central puis le Conseil central lui-même peut les appuyer. T'sais, à l'occasion du 17 mai, par exemple, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, il y a des activités qui s'organisent dans les syndicats locaux, qui sont proches de la réalité des membres de ces syndicats-là. Mais nous, on peut leur fournir des ressources, on peut leur fournir un appui logistique, un appui financier, leur envoyer des gens, faire connaître leurs initiatives. Fait qu'effectivement, je pense que la mobilisation locale, c'est la porte d'entrée principale. Mais au Conseil central, on a nos 10 comités, mais on a aussi un réseau de mobilisation dont vous avez certainement parlé pendant le premier épisode, qui est important, là, des dizaines, des centaines de membres de nos syndicats qui disent « Moi, je veux être au courant de ce qui se passe, puis je veux pouvoir être actif. » Je veux savoir ce qui se passe dans la région pour pouvoir m'impliquer. C'est quand même pas mal intéressant. Le mot de la fin, Dominique? En fait, d'autres exemples là, qui viennent te parler des changements climatiques. C'est sûr que si je prends comme exemple la lutte pour l'environnement, on est interpellé de manière différente par des différents syndicats. Parce que ça, c'est la richesse du Conseil central, de la CSN, c'est d'être une centrale syndicale qui regroupe des syndicats qui proviennent de tous les secteurs d'emploi, et donc qui n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations, mais qui peuvent avoir une volonté collective d'améliorer la situation au plan de l'environnement, pour prendre cet exemple-là. Donc, il y a des fois des gens qui vont nous interpeller pour des luttes locales, des luttes citoyennes, qui vont nous interpeller sur la base qui sont membres d'un syndicat CSN, puis qui habitent, par exemple, dans Hochelaga, pour parler de la MOB 6600 ou du REM. Sur le REM, on a été très, très impliqués parce que des citoyens et des citoyennes qui étaient aussi membres de syndicats nous ont interpellés. Par ailleurs, il y a d'autres syndicats qui vont y aller plus sur une volonté de faire de l'éducation politique sur l'environnement, sur les enjeux qui sont liés à ça. Et le Conseil central est très investi
investi dans plein de lieux. Tout à l'heure, Bertrand nommait le Front commun pour la transition énergétique. Il y a aussi le Conseil régional de l'environnement de Montréal, où on porte aussi des enjeux qui sont propres à certains groupes de travailleurs et travailleuses. Par exemple, les gens qui sont dans des industries qui risquent d'être affectés par la transition écologique. Donc, nous, ce qu'on prône puis ce qu'on met de l'avant, c'est une transition juste pour que ce ne soit pas les travailleuses et les travailleurs qui fassent les frais de la transition écologique, mais aussi qu'on puisse les accompagner là-dedans. Puis, en même temps, sont souvent, comme c'est eux et elles qui sont sur le terrain, c'est souvent ces personnes-là qui sont à même d'identifier les changements à opérer dans le milieu de travail et aussi de voir venir ces changements-là, voir comment on peut accompagner les travailleuses et les travailleurs là-dedans. Puis l'autre rôle qu'on a joué aussi dans les mouvements environnementaux, c'est justement de rappeler qu'il y a des êtres humains, le volet social, là, que les décisions qu'on prend en termes environnementaux, ça touche aussi des gens qui ont des travailleuses et travailleurs, des gens qui sont moins équipés pour faire face à ça. Fait que ça a été un rôle qu'on a joué à l'intérieur de différents mouvements, c'est d'amener cette notion-là, de lutter aussi, de profiter de ces luttes-là pour lutter également contre les inégalités sociales, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Bref, de collectiviser les luttes puis d'élargir les perspectives qu'on peut avoir sur différents enjeux, différents dossiers. L'humain est au cœur de l'action, finalement. Exactement, oui. Eh bien, un grand merci à vous trois. Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN, Bertrand Guibord, qui est secrétaire général du même Conseil central du Montréal métropolitain CSN, et Philippe Soucy, président du syndicat des professionnels et professionnels du Cégep Saint-Laurent. Un grand merci pour votre présence et votre participation à ce balado. Ainsi prend fin donc cet autre épisode de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN consacré à la mobilisation. Vous pouvez suivre ce balado en vous y abonnant via votre plateforme de balado préférée ou encore sur notre site web au www.ccmm-csn.qc.ca. Ici Daniel Leduc, merci pour votre écoute et à la prochaine. Coup de mob.